Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Nous allons parler immobilier. Aujourd'hui, vous avez vraiment aimé la précédente émission sur l'IMO avec plein de questions existentielles sur le marché actuel, sur les crédits, sur est-ce que le marché va descendre, est-ce qu'il va augmenter, sur plein de choses finalement, si ça sera encore possible d'investir dans les mois, dans les années qui viennent. Aujourd'hui, du coup, on reçoit un nouvel invité qui est sur un business model complètement différent, mais toujours dans l'IMO. Donc, on va à la fois aborder, on va lui demander son avis aussi, hein. Comme ça, on aura plusieurs experts professionnels, on va dire, de l'immobilier qui vont nous donner leur avis. Et en même temps, on va aborder l'IMO avec un angle d'attaque différent. D'ailleurs, c'est très intéressant que ça soit aujourd'hui, voilà, sur la fin de l'année bientôt, par rapport au sujet qu'on va aborder. On va aborder la conciergerie, on va parler aussi de courte durée et on va parler d'immobilier en général, des sujets qui fâchent. Donc, je vais lui laisser le micro. Ghislain, bonjour. Qui es-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton parcours rapidement? Oui, salut François, bonjour à tous. Merci tout d'abord de me recevoir sur ton podcast. Moi, qui je suis? Donc, je suis Ghislain Chanéac. Je suis entrepreneur et investisseur depuis maintenant 2016. Donc, j'ai un parcours, on va dire, assez classique de départ. J'étais dans le monde du commerce. J'étais principalement cadre dans des entreprises de prêt-à-porter. Donc, je travaillais pour différentes grandes marques comme Eden Park, voilà, le Coq Sportif, Diesel, etc. Et donc, du coup, pendant ces 10 premières années, j'ai exercé voilà, mon activité de directeur de zone. Et il y a un moment donné où je me suis dit, voilà, je ne souhaitais plus échanger mon temps contre de l'argent. Et Pas donc, mal. il a fallu voilà, réfléchir à d'autres solutions et des livres de développement personnel comme voilà, de grands noms comme Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre et C'est d'autres. ça, pour ne pas être euh, original comme moi. voilà, m'ont assez, on va dire, motivé. Et c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit, Ghislain, mince, tu as combien d'actifs en ta possession? Et c'est là où j'ai regardé et je me suis dit, mince, j'ai que mon salaire. Si demain ça s'arrête, qu'est-ce que je fais? Et ces questions-là, elles étaient existentielles. Et je me suis dit, bon, à partir de maintenant, j'ai un CDI, j'ai un bon revenu, je vais pouvoir commencer à investir, parce qu'il parlait beaucoup d'immobilier dans son livre. Et c'est là où je me suis intéressé à l'immobilier. Et C'était en quelle année du coup? alors ça, c'était exactement en 2012 où j'ai commencé à lire le livre D'accord. et 2016 où le déclenchement s'est fait réellement. Il a fallu un certain temps, on va dire, de compréhension, C'est normal. d'apprentissage. Voilà, j'ai lu beaucoup de livres à ce sujet. Mais Et surtout qu'en 2012, il n'y avait que des livres. Il n'y avait pas encore beaucoup d'informations c'est en ça. ligne. Et puis après, je me suis intéressé à beaucoup de vidéos sur YouTube. Et c'est là où ça a commencé à ouvrir mon esprit. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le bon moment pour moi. Et donc, j'ai décidé d'aller dans une nouvelle aventure. C'est l'aventure entrepreneuriale. Et je n'ai pas fait les choses à moitié. C'est que j'ai arrêté en rupture conventionnelle avec mon entreprise, qui m'a permis de pouvoir me lancer avec, on va dire, une aide agréable pour se lancer. C'était un petit peu la soupape, on va dire. Et donc, du coup, j'ai pu lancer ma première entreprise. Et cette entreprise n'a pas du tout fonctionné. Mhm. Euh, et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas paramétrées. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux faire l'entrepreneuriat, mais peut-être dans un angle différent. Et je suis parti en Australie. J'ai pris mes bagages, 2016. J'atterris à Sydney. Et là, je me dis, bon, il va falloir commencer à se concentrer dans le développement d'une société. J'ai lancé une société de location de vélos électriques. Et je travaillais avec une société qui était en plein boom à cette époque, et ça l'est encore, avec Uber Eats et Deliveroo. Et pour ceux qui connaissent, et donc du coup, j'étais un ambassadeur en fait de leur marque sur Sydney, où je formais en fait les équipes sur le terrain. Et du coup, j'ai eu l'idée en fait de louer des vélos électriques, parce que étant donné que Sydney est très grand, hein,
et ça fait 12 fois Paris pour voir la taille de la ville. Et donc, du coup, l'électrique était plus que, on va dire, important. Et donc, du coup, j'ai commencé à acheter donc mes premiers vélos électriques. J'ai commencé à les louer et ça a très bien fonctionné. Et je suis allé voir les backpackers. Je leur ai demandé si certains étaient intéressés par ce type de business. Ils étaient en accord avec ça parce qu'ils ne savaient pas très bien tous parler anglais. Donc, du coup, bah, ils étaient OK pour commencer avec ce type d'entreprise. Et j'ai commencé à louer mes vélos et j'ai un certain rendement. Bon, Excellent. mon PVT m'a bloqué au bout d'un certain temps et donc du coup j'ai dû revendre l'entreprise et me recentrer sur un autre projet. Et c'est là où je suis revenu entre guillemets pendant un certain temps en France et reparti quelques mois par la suite. Et je suis arrivé en Polynésie, à Tahiti, où je suis toujours actuellement. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'importer, je n'ai pas réinventé la roue, hein, une idée que j'avais déjà vue en France, qui était donc la location tout simplement, c'est BNB Conciergerie que j'ai créé, et c'est de la location d'appartements en courte durée. Donc en fait, les propriétaires me confient leurs biens. Et moi, je m'occupe de tout de A à Z, donc le fameux all-inclusive qu'on propose dans notre D'accord. package. Et donc, du coup, bah, le propriétaire me confie ses clés et je m'occupe bah, du shooting photo, de la mise en place de l'annonce. Je rédige voilà, tout le petit storytelling. Je vends en fait les services, on va dire, d'accueil de voyageurs sur les différentes plateformes comme Booking ou Airbnb. Et donc, du coup, bah, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec une petite entreprise que j'ai lancée, on va dire, avec une micro-entreprise pour tester le projet. Et ça a répondu tout de Hmm. suite avec une publicité sur Facebook que j'ai faite. J'ai eu un ancien banquier, ça a été mon premier client, qui a répondu, qui avait 70 ans. Il m'appelle, Pas mal, ouais. ouais, il me dit voilà, j'ai plusieurs appartements, je vais déjà t'en confier un et on va voir comment ça fonctionne. Donc, du coup, bah, j'ai pris le pari et je me suis dit allez, c'est parti, je teste l'aventure. Et là, ça a cartonné tout de suite. Et du coup, j'ai pu rapidement, on va dire, avoir les deux autres logements qu'il possédait. Donc, il en avait trois au total. Et donc, du coup, lui était très content du service. Donc, je faisais tout à l'époque, hein, de A à Z, c'est-à-dire que je faisais autant les enregistrements administratifs pour le client auprès des différents services. Et après, je faisais toute la partie accueil. Donc, nous, on a l'accueil polynésien avec les fleurs dès l'arrivée on va dire, Hmm. à l'aéroport. Et je faisais une partie, on va dire, VTC, entre guillemets, où je les emmenais directement, Sur le on va terrain, dire, quoi. voilà, exactement, dans leur appartement. Et après, on faisait tout le service. S'ils avaient besoin de quoi que ce soit, on faisait les services voilà, d'une conciergerie classique. Et c'est comme ça que je me suis dit, au bout de 6 mois, en gérant 4 appartements, bah, que déjà je pouvais me retirer un salaire et que salaire, bah, il pouvait bah, largement compenser, on va dire, mon ancien salaire. Et je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et j'ai souhaité le développer. Et en 2019, je suis rentré en France avec ma chérie, Chloé. Et du coup, on s'est dit, bah, il va falloir investir à fond et se laisser 2 ans pour faire progresser cette entreprise. Et on a créé une autre entité. Donc, en fait, l'entreprise sur Tahiti a continué, hein. J'ai recruté deux D'accord. personnes, voilà, 2 personnes sur place. Et donc, l'entreprise a continué à distance. Et donc, je suis rentré et on a continué à créer une nouvelle entité toujours en micro-entreprise sur Lyon et dans le Rhône-Alpes. Et donc, du coup, bah, on a décidé de faire le même procédé. Et donc, du coup, on a eu voilà, 3 logements, 4 logements, etc. Et à un moment donné, bah, moi, il fallait que j'investisse également. Et je n'avais pas, on va dire, les bilans nécessaires C'est vrai. pour faire les effets de levier bancaire tout de suite. Donc, il a fallu que je trouve un autre emploi. Et étant donné que j'avais déjà une bonne expérience dans le domaine du prêt-à-porter et de la gestion des magasins, bah, je me suis dirigé vers une autre marque
de prêt-à-porter. Et du coup, je faisais les deux en même temps. C'est-à-dire que le matin, je faisais la gestion du magasin, parce que vu que j'étais cadre, je pouvais organiser Ok, mon travail. Et l'après-midi, je gérais plutôt la partie organisationnelle de mes appartements. bien joué. Et, et au bout d'un an, j'ai pu lever des fonds auprès des banques pour pouvoir investir pour moi-même en compte on va dire, en nom propre. Et avec ma compagne. Ma compagne, étant donné qu'elle est en Alsace, on est allé sur cette région et qui est très, on va dire, proche, frontalier avec des pays comme la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne ou la Suisse. Donc, ce sont 4 pays quand même très attractifs au niveau touristique. Et on s'est dit, bah voilà, la stratégie, ça va être d'ouvrir une conciergerie à cet endroit. Ce qu'on a fait. On a investi nous-mêmes en tant que propriétaire. Et après, on a trouvé des équipes sur place pour gérer, en fin de compte, nos logements. Et donc, du coup, bah, il y a une nouvelle franchise, en fin de compte, qui s'est créée, et toujours dans ce même principe de micro-entreprise et donc de gestion. Et par la suite, bah, on a formé des équipes sur place et on s'est dit, bah, enfin, on peut développer ce concept vraiment presque à l'infini parce qu'on pouvait copier-coller très facilement ce principe, étant donné qu'il ne fallait pas de fonds de départ et qu'il fallait trouver des personnes voilà, qui soient motivées, mais pas de formation spécifique. Donc, du coup, on avait des personnes, des anciens vendeurs qui étaient dans mon équipe. Hugo, qui est devenu notre associé dans la société, lorsqu'on a créé BNB Conciergerie SAS en 2021. Et on s'est dit, bah, lui, il est de Vienne. Il a décidé d'ouvrir une franchise à Vienne. Et c'est comme ça que ça a commencé. L'aventure a commencé, on va dire, structurellement à ce niveau-là, à ce moment-là, où on s'est dit, bah, on va commencer à tout cadrer et à Hmm. organiser sur ce principe de cette société. Et donc là, on a mis tout en place, toute la structure, pour qu'on puisse aller à développer. Après, on est allé à Montauban, on a ouvert à La D'accord. Réunion, à Brest, à Dijon. Euh, on a ouvert voilà, donc 9 franchises en France et on continue à développer. Là, on a encore 2 franchisés qui sont en cours de formation en ce moment sur Tahiti. Donc, du coup, bah, voilà, on essaie de répondre à la demande croissante de Bien ce sûr, business. bien sûr. Bah, Et très très bien. Félicitations. merci, merci, merci. Alors, j'ai quelques questions qui me viennent à l'esprit du coup. Ok. Euh, la première, comment vous avez vécu la période Covid déjà? C'est la première question qui m'est venue à l'esprit. Comme tu m'as dit que tu as commencé à développer en 2019, comment 2020 s'est passé déjà? Très bonne question. Effectivement, là, pour Oui, nous, ça a été, on va dire, un test pour la conciergerie. c'est le moins qu'on Et puisse dire. voilà. Et effectivement, mars 2020, on s'est dit, si ça tient et qu'on arrive à survivre à cette période-là pour nous, parce que c'est la conciergerie, on travaille avec les touristes principalement. Et donc, du coup, si on n'a plus de touristes et que tout s'arrête et qu'on arrive encore à survivre, c'est que le business plan de base est pertinent. Et donc, du coup, bah, on a réduit énormément, on va dire, de biens en gestion. À Tahiti, on avait beaucoup de maisons et donc elles ont malheureusement été remises en location longue durée. On va dire, sur toute la métropole, on a dû, on va dire, accueillir pour les propriétaires qui le souhaitaient, bah, les aides-soignants, les médecins qui, à cette période, cherchaient des endroits pour se loger plus facilement et pour s'entraider. C'était ça l'objectif sur les 2 premières semaines de Covid. Et déjà, c'était sur l'entraide. Et après, ça a été toute la gymnastique pour rembourser. Parce qu'à ce moment-là, Airbnb nous a pas fait de cadeau, ils nous ont pas posé de questions, est-ce qu'on rembourse ou Ah pas. bah, bien sûr, bien sûr. Ils ont pas tenu compte des annonces qui étaient strictes. Ils ont remboursé tout le monde. Et après, ils nous ont parlé. Après quelques semaines, ils nous ont dit, en fin de compte, on va vous faire un petit dédommagement pour la perte que vous avez eue lors de ces annonces. Bon, j'avoue que Enfin, pour Airbnb, ça n'a pas dû être facile à gérer non plus. Mais... oui, oui, après, c'est sur le volume. Parce que, en fait, plus on avançait, vu qu'on est une entreprise qui est croissante, ben, en fait, on remplit de plus en plus de nouveaux logements en gestion. Et surtout, ben, il faut
il faut faire attention, on va dire, à pas croître trop vite. Parce qu'après, on va dire, on diminue la qualité. Et ça, c'était, on va dire, pour nous, très important de garder, on va dire, une bonne gestion type familiale. C'est-à-dire que chaque franchise, chez nous, détient pas plus de 10 logements en règle générale. Ça arrive sur certaines villes qui sont comme Lyon, par exemple, où ils ont beaucoup plus de logements en gestion. Mais notre cible principale, c'était les villes de moins de 200 000 habitants. Et c'est là où il n'y a pas de conciergerie concurrente. Et donc, du coup, c'est les villes qu'on visait, comme Vienne, par exemple. Et donc, du coup, on s'est dit, c'est vraiment l'objectif, c'est de se déployer sur les petites et moyennes villes et de ne pas être en concurrence directe avec déjà les autres conciergeries qui existent, hein, les mastodons, et plutôt, nous, de travailler dans une stratégie, on va dire, à taille humaine et de faire notre travail on va dire, de A à Z. Nous, on s'occupe de tout. C'est-à-dire que le franchisé chez nous va faire le commercial, on va dire, va chercher des propriétaires, mais il va faire les photos, il va pouvoir intégrer l'annonce dans les plateformes, faire la coordination avec Bets24, par exemple, pour les channel managers. Il Oui, va pouvoir gérer, en fait, toute cette partie organisationnelle, mais après aussi sur la partie opérationnelle, sur le terrain, où ils vont gérer également le ménage, ils vont gérer également, on va dire, la blanchisserie. Ça, c'est dans un premier temps quand ils se lancent. Ça, c'est chez nous, c'est un peu une obligation pour pouvoir mettre les mains dans le cambouis et voir comment ça réagit, on va dire. Et par la suite, le but, c'est pas de se créer une prison dorée, hein, c'est vraiment de pouvoir, on va dire, prendre une prise de hauteur et faire de la gestion et faire du bien management. sûr. Et donc, du coup, de recruter, de former, de suivre et de contrôler. Hein. C'est vraiment les quatre étapes piliers chez nous pour pouvoir suivre le business et que tout se passe bien. Et dès qu'ils ont, on va dire, atteint les fameux paliers des 10 logements, eh ben, ils ont la possibilité de pouvoir recruter une autre personne qui sera un franchisé bis, hein, en fin de compte, et ils vont gagner aussi, on va dire, des commissions sur les revenus de ce nouveau franchisé qu'ils auront recruté dans leur ville, pour les motiver en fait à obtenir, on va dire, un revenu passif. Et Ouais, je comprends. et donc, du coup, ça se fait au fur et à mesure, en fin de compte. Hein. Ok, non, non, mais c'est très très clair. Ok, super. Bon, j'imagine que ça intéresse déjà certains. Alors, je vais te poser une question qui va faire écho à la précédente émission IMO. Alors, je vais te poser deux questions en une. La première, c'est comment tu vois le marché IMO en ce moment? Parce que ça va t'impacter indirectement, même si tu es moins impacté sûrement que beaucoup de pros dans l'IMO. Comment tu vois le marché IMO dans les mois qui viennent, sur le prix, sur les crédits, sur le futur de l'immobilier sur fin de l'année 2023 et ainsi de suite. Et ensuite, peut-être plus niché sur justement la courte durée, la conciergerie, c'est vis-à-vis de nombreuses grandes villes qui mettent en place des restrictions sur la courte durée qui va inciter certaines personnes à repenser leur stratégie par rapport à, voilà, si par exemple à Montpellier, si c'est le cas, pour toute personne qui voudrait, enfin, en tout cas en SCI, qui voudrait faire un bien en courte durée, il doit avoir l'équivalent de transformer un commerce en une habitation pour compenser tout simplement le fait de sortir un bien du parc immobilier puisqu'il est en courte durée et d'en recréer un. Comment tu vois les choses? Donc d'un point de vue macro, immobilier, donc grosse question finalement. Et ensuite, Mhm. sur ta niche de la courte durée. Alors, bah, concernant le marché immobilier en lui-même, bah, on voit qu'il commence à se contracter, dû déjà à l'inflation qui est grandissant de plus en plus, hein, avec les restrictions, que ce soit de la Fed aux États-Unis ou de la BCE ici. Euh, on va dire que le marché va être de plus en plus compliqué du fait que les taux vont remonter, donc avoir cette fameuse contraction, mais par la suite, ça va sûrement se débloquer, il va y avoir des affaires, parce que c'est là où on fait les meilleures affaires, c'est quand il y a des crises. Et, On est euh, d'accord. Bon, après, et c'est ceux qui ont du cash, hein, parce que malheureusement, c'est toujours les riches qui sont riches. c'est exactement ça. Après, c'est vrai qu'il faut pouvoir anticiper.
une affaire, c'est à nous de la transformer. C'est-à-dire que si on cherche à faire des bons coups, on va dire, des moins 20, moins 30% sur le prix du marché, au prix au mètre carré, c'est à nous à le créer. Et donc, du coup, il va falloir négocier avec les propriétaires. Et ça va être un excellent moment avec la tension qu'on a eue un peu similaire avec la crise du Covid, où on a fait 3 achats avec Chloé. Et donc, du coup, ça a été ce moment un petit peu privilégié pour nous de faire cet effet de levier. Et je pense qu'on aura à peu près ce même impact qui sera à ce moment-là. Et il faudra être vraiment attentif au marché. Et tout le monde comme tu le dis, effectivement, tout le monde ne pourra pas acheter parce qu'il va falloir avoir du cash. Et les banques vont être de plus en plus, et elles le sont déjà, on va dire, très restrictives par C'est rapport ça. au métier. Et donc, du coup, il va falloir faire un maximum de travail, on va dire, de fond sur le dossier, mais également sur les affaires. Et démontrer à la banque qu'elle peut vous faire confiance et faire l'effet de levier pour qu'elle vous suive, tout simplement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ou alors, on peut très bien se mettre à plusieurs aussi pour essayer de faire un one-shot, essayer de faire un très bon coup et de centraliser des fonds au lieu de rester tout seul et de ne pas vouloir se mettre à plusieurs, comme c'est souvent le cas quand on va débuter dans l'immobilier. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu les commentaires de l'émission précédente, mais il y avait certains qui étaient quand même très, très, très pessimistes. C'est assez cocasse quand même de voir qu'à chaque période de crise, voilà, il y en a qui vont être, c'est génial, des opportunités, et d'autres qui vont, c'est la fin du monde, ça y est, c'est terminé, ça n'existera plus. Bon, il y a sûrement, la vérité se trouve entre les deux. Oui. Et à un moment donné, il y en a un qui aura raison, puis ça sera peut-être les deux auront raison un jour ou l'autre, mais il faut faire les choses bien, toujours garder son plan d'action, modifier légèrement sa stratégie, mais garder les pieds sur terre. On ne peut pas timer le marché, c'est très Non, mais ça c'est compliqué. sûr. Donc, du coup, il faut prendre du recul, il faut anticiper. Et en fait, c'est dans la stratégie qu'on va mettre en place, comme tu dis, si jamais on peut trouver d'autres associés pour pouvoir créer cet effet de levier. Et si on n'a pas encore investi et qu'on a envie de se lancer, eh ben, c'est peut-être une opportunité parce que les banques, elles font toujours un effort pour les primo-accédants. Donc après, c'est toute une stratégie qui va être mise en place pour pouvoir investir. Et c'est tout à fait possible, même en période de crise. Je veux dire, tout le monde a toujours réussi à investir à ce moment-là. Et il est juste réduit. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit plus pertinent pour la banque de vous suivre, tout simplement. C'est ça, exactement. Parfait. Est-ce que tu peux nous répondre du coup sur la courte durée et les restrictions dans les grandes villes? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, alors concernant les restrictions des grandes villes, moi je suis d'origine, je suis né à Lyon, donc du coup je connais ces restrictions, Oui, dire plus particulièrement avec voilà ce qui a été dit et fait dernièrement. Et il a fallu voilà qu'on s'adapte tout simplement à un entrepreneur aujourd'hui quand il rencontre une problématique, eh ben il doit trouver des solutions. Et donc du coup pour trouver ces solutions là, il faut pouvoir on va dire, jouer avec les différentes possibilités. Et les restrictions, elles sont là. Donc maintenant, il faut s'adapter et il faut pouvoir, on va dire, contrer, entre guillemets, le fait de plus pouvoir investir comme on le faisait avant et avoir une compensation au niveau du nombre de mètres carrés et autres, il faut changer la stratégie. Il faut se mettre en société, peut-être louer un local commercial et se mettre en société. Voilà, il y a d'autres possibilités qui existent. C'est juste une question de pouvoir contourner cette problématique, mais pas être de front si on veut, parce qu'on avait on va dire, une facilité avant de le faire avec la LMNP et de louer directement, on va dire, assez facilement avec un bien. oui, C'est extrêmement rapide. Aujourd'hui, ça va être avec un montage qui va être fait avec société, avec un numéro d'enregistrement. c'est ça. Voilà, il va y avoir d'autres restrictions qui vont être mises en place, mais c'est à nous à anticiper tout ça et à pouvoir proposer une solution la plus adéquate pour nos clients. Et l'objectif est là, hein, c'est de pouvoir convaincre tout en respectant les lois, bien sûr, qui sont mises en place. Bien sûr.
C'est juste voilà, les règles du jeu, à nous à les suivre. Et c'est pour ça qu'il faut les apprendre pour pouvoir pas les contourner, mais les appliquer du moins. Oui, après, je te pose la question parce qu'effectivement, à chaque problème, il y a une solution, mais pour le coup, c'est quand même assez très restrictif. Et j'avais vu, alors je ne fais pas courte durée, j'en ai jamais fait, mais j'avais, par curiosité, je suis allé sur des groupes Facebook, Montpellier, courte durée. Et ils étaient pas bien, quoi, les mecs. Ils étaient là, bon, on revend tout, ça y est, c'est fini, on part ailleurs, on fait autre chose, on réinvestit dans une autre ville, on prend sa plus-value, puis on se casse. C'était à peu près ça, quoi. Mhm. Oui, non, c'est sûr. Après, enfin, je veux dire, c'est toujours pareil. C'est comme c'est des paniques où, voilà, quand il y a une grosse chute en bourse, c'est la même chose. Tout le monde vend. Voilà. Enfin, après, ça dépend sa stratégie de fond et ça dépend son fonctionnement. Et là, pour moi, c'est une façon, on va dire, d'encadrer entre guillemets les loyers pour certaines villes, mais derrière je ne suis pas sûr que c'est ce qui va se passer en fin de compte. Parce que du coup, il y a d'autres possibilités pour pouvoir louer en courte durée et c'est juste de le faire différemment. Voilà. C'est pas de le faire Bien comme on le sûr. faisait avant. Ouais, après, il y a Effectivement. beaucoup de choses qui, dans la réalité, est très compliqué à mettre en place, hein. C'est comme la loi climat avec les DPE actuellement. Ça ne sera pas possible de réussir à tenir ça. Et puis là, c'est quand même un peu compliqué. Alors bon, c'est à court terme, ils vont peut-être s'en rendre compte, ils vont peut-être changer les choses, il y aura une évolution. Ok, bah Oui, merci pour ton retour. je t'en prie, je t'en prie. Après, il y a toujours des impacts qui vont avoir sur le prix hein, et ça va aussi jouer sur le marché. Et tout va dépendre de ce qui va se passer sur les mois et peut-être l'année à venir où ça va être très intéressant de voir comment ça va réagir. Hmm. Ok. Alors, je voulais te demander quand même, qu'est-ce que tu penses du marché de la conciergerie globalement? Parce que bon, alors, je n'ai pas une grande expérience, encore une fois, je n'ai pas fait de courte durée, j'ai quand même eu des contacts, fait des tests, ainsi de suite. Les quelques conciergeries que j'ai eues, c'est pas la folie, quoi. Les mecs, ils sont pas très, très professionnels, ils sont pas à fond sur les finitions. Ça s'est pas super bien passé. Comment tu vois les choses? Parce que bon, c'est ma vision des choses, mais comme certains métiers, comme le métier d'agent immobilier, il y a beaucoup de gens qui se disent aussi, sur le papier, ça a l'air facile. Sur le papier, on peut gagner beaucoup d'argent, mais dans la réalité, il y en a peut-être 90% qui sont mauvais. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc du coup, étant donné que, on va dire, pour créer une conciergerie, tout le monde peut le faire. C'est accessible à tout le monde. Hmm, hmm. Après, est-ce que tout le monde est bon? Non, c'est pas le cas comme dans plein de métiers. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire le même job, mais tout le monde ne va pas faire le même résultat. C'est comme si on nous donne une recette. Je veux dire, un chef va pouvoir sûrement mieux faire que moi. Et ce sera sûrement meilleur. Ça sera la même chose dans la conciergerie, c'est-à-dire qu'on connaît, nous, la recette de base qu'il faut suivre, mais après, bien sûr, tout dépend de la personne qui gère, sa conscience professionnelle, sa motivation, sa détermination, son envie de développer sa structure. Et ça passe par plein d'axes importants pour gérer, organiser, structurer. Et effectivement, c'est pas fait pour tout le monde parce que c'est un métier où on a besoin, on va dire, c'est un métier multicasquette. Et donc, du coup, Oui, il faut pouvoir, on va dire, sauter d'une casquette à une autre, c'est-à-dire d'être commercial pour pouvoir, on va dire, décrocher des nouveaux logements et d'un autre côté faire le ménage, d'un autre côté gérer les plannings pour les équipes. Enfin, voilà, c'est très complet, on ne s'ennuie pas. Mais par contre, on le voit tout de suite, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on va voir tout de suite si une c'est franchise va ça. cartonner ou pas, tout simplement. Donc on a le résultat en règle générale assez rapidement. Nous, ce qu'on fait, et c'est ce qui fait toute la différence par rapport à d'autres conciergeries, c'est que nous, on a un process chez nous, c'est un MANOP, hein, on appelle ça manuel opérationnel. Mhm. Euh, et donc, du coup, c'est tout précisé point par point ce qu'ils doivent faire, tout simplement. Donc, ils ont une formation de plus de 3 jours et après une journée en intégration dans la ville avec un franchisé pour être suivi en amont sur déjà la partie technique, mais aussi après avec un franchisé sur le terrain. Et donc, du coup, ils ont vraiment, on va dire, l'expertise et l'expérience qui se fait au fur et à mesure. Et c'est vrai que voilà, ça consolide tout de suite, on va dire, les nouveaux franchisés et ils se rendent compte s'ils sont capables de pouvoir tenir
et s'y tenir jusqu'au bout. Et donc, du coup, ils ont souvent au départ la motivation, ils sont déterminés. Et moi, je veux souvent ça, c'est-à-dire que moi, je m'imagine comme dans un bateau viking et je veux les meilleurs dans mon bateau pour pouvoir acquérir le maximum de terre, on va dire. L'objectif, c'est ça, mais c'est pas le faire n'importe comment. Et c'est ça qui est Bien très sûr. important. Et c'est souvent le problème qui est pris dans d'autres conciergeries où souvent on veut vite s'étendre et on le fait avec une qualité qui s'abaisse au fur et à mesure parce qu'on embauche des étudiants qui veulent juste gagner un petit peu d'argent et qui font un Ouais, petit c'est peu ça, le ouais. à gauche. Et ce qui n'est pas notre cas parce que notre franchisé va faire tout de A à Z. Donc, du coup, on va dire on a une obligation de notre côté, dans notre process, de pouvoir suivre. Et c'est vraiment à hauteur, on va dire, type familial, parce que gérer 10 appartements, c'est plus, on va dire, entre guillemets, facile que gérer, on va dire, 50 ou 100 appartements. C'est pas du tout la même Non, gestion. mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis, c'est normal. Et est-ce qu'il y a quelque chose justement dans le milieu, dans ton job, on ne voit pas de l'extérieur, mais qui est vraiment le truc que tu voudrais partager, qu'on ne sait peut-être pas, et qui est quand même très, très, très important? Quelque chose qu'on ne sait pas et qui est très important, Ouais, je dirais, c'est toute la partie, on va dire, gestion. En fait, souvent, les gens pensent que c'est extrêmement facile de pouvoir mettre un appartement sur Airbnb, de pouvoir avoir des réservations, que ça se fait tout seul, que les gens voilà, ont plus qu'à cliquer pour payer et réserver leur séjour et que les gens arrivent dans le logement et que nous, on n'a rien à faire. Ça, c'est souvent ce qui est, on va dire, idolâtré. Et avec tout ce système qui se dit, parce qu'effectivement, les conciergeries aujourd'hui sont digitalisées, on va dire, elles sont de plus en plus autonomes. Et c'est ce qu'on fait. Hein. Voilà, on est une e-conciergerie et ça, on ne se le cache pas. C'est-à-dire que les check-in et les check-out sont automatisés. Mais par contre, il y a un vrai suivi de notre part et c'est toute la gestion en oui. amont qui est réalisée, c'est-à-dire avec les channel managers avec lesquels on travaille avec tout le travail de fond, avec la communication avec les voyageurs. Et souvent, là-dessus, les gens ne pensent pas en fait à toute la difficulté et le travail de fond qu'il y a avec les voyageurs. Et ça, c'est vrai que c'est un axe qui est quand même à mettre en avant. Parce que souvent, quand on parle Airbnb, on parle tout de suite, il y a des dégâts, il y a des problèmes avec Airbnb. Ouais, ça c'est classique, ça. C'est plus facile, c'est comme dans les médias, voilà, c'est le négatif vend mieux. Donc c'est sûr que de dire, tiens, il y a eu une soirée Projet X dans un Airbnb, ça va être plus vendeur, ça c'est sûr. Que de dire effectivement que quand il y a une bonne gestion et que tout se passe bien, qu'il n'y a rien qui sorte et qui se dit. Et c'est vrai que c'est toute la partie gestion, organisation, qui est vraiment un point, on va dire, très important de la conciergerie, qui est peu connu dans la partie, on va dire, technique. Mhm. Ok, non, très bonne réponse, je prends. Alors, question qui ensuite vient dans la foulée. Qu'est-ce qui, peut-être, ta plus grosse merde dans tout ton parcours? Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire qui va sûrement te rester toute ta vie et tu t'en souviendras toujours? Qu'est-ce qui était la pire merde qui t'est arrivée? Tout confondu Ouais, ou dans, hors dans, concert. dans ton parcours entrepreneurial, ça peut être purement de l'immobilier. Enfin voilà, comment tu as surmonté ça? Et comment tu as surmonté ça? Alors, les difficultés, elles font partie de l'aventure d'un entrepreneur. Pour moi, c'est le meilleur diplôme. C'est-à-dire que quand on tombe, on se rappelle beaucoup plus facilement des erreurs qu'on fait que des victoires. Parce que souvent, les victoires, quand on les fait, on va dire, assez rapidement. Mais c'est vrai que les défaites, on s'en souvient. Et moi, je me souviens d'une difficulté. Ça a été la fermeture d'une entreprise pour laquelle j'ai travaillé, une entreprise qui avait plus de 21 ans d'existence, et c'était en 2011. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à dire à mes équipes que c'était le 1er avril. Donc, j'ai cru vraiment que c'était une blague au départ de mes boss. Et du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, on est en liquidation judiciaire. Il va falloir annoncer à tes équipes que du coup, on a un administrateur d'État qui va venir et qui va faire le contrôle des stocks et que ça va être terminé. Et que du coup, il va falloir, si Ah on oui. est racheté
tant mieux, vous allez continuer avec une nouvelle entreprise. Et si malheureusement on n'est pas racheté, bah, vous serez licencié économiquement. Et donc, du coup, bah, vous serez à Pôle emploi. Donc, du coup, ça a été un moment qui a été difficile à vivre pour l'annoncer humainement, mais ça a été un moment très important pour moi dans la gestion pour pouvoir, on va dire, faire la transition la plus facile parce que l'entreprise a été rachetée en fin de compte. Et donc, du coup, les équipes ont été, on va dire, récupérées pour 2 ans au minimum. C'était ça le deal de départ. Et ça n'a pas été le cas malheureusement, mais voilà. Et c'est vrai que ça a été une expérience de vie qui est extrêmement difficile à vivre, humainement parlant, et plus que le reste, parce que moi j'ai changé après d'entreprise par la suite, Hmm. mais beaucoup sont restés, et ça a été la transition qui a été extrêmement difficile. Et c'est vrai que de l'annoncer, d'expliquer, de pouvoir être compatissant aussi avec toutes les questions qu'on me posait, et de pouvoir aider tout le monde dans cette situation qui est très compliquée. C'est la situation la pire pour un entrepreneur, hein. Oui, là, je pense que tu peux pas faire pire pour le coup. C'est une C'est bonne. la fin d'une entreprise. Heureusement, ce n'était pas la mienne, celle-ci. Mais du coup Oui, pour, quand tu dois être dedans, ça doit être long et complexe, effectivement. exactement. Et c'est vrai que c'était une tension qui était récurrente. Et c'est vrai que c'est quelque chose j'ai su mener, mais c'est vrai qu'avec avec des difficultés quand même. Et c'est ce qui m'a appris beaucoup de choses, beaucoup d'humilité aussi. C'est là où on voit que tout peut s'arrêter et que le CDI ne veut pas dire réellement qu'on va rester à vie dans l'entreprise. C'est là où on se dit il faut d'autres piliers d'enrichissement. Et Ah, c'est bien là où sûr. pour moi, le déclic s'est fait, comme je te l'ai dit, en 2012, parce que j'ai lu après ces livres, je me suis orienté plus dans mon développement personnel. Je lisais peu de livres, mais plus des livres axés sur des PDG, hein, globalement. Et par la suite, je me suis orienté vraiment sur le développement personnel, et c'est ce qui m'a ouvert ce schéma, cette nouvelle orientation que je ne connaissais pas du tout, parce que je suis le seul entrepreneur de ma famille. Et donc, du coup, il a fallu que je passe beaucoup d'étapes compliquées, et parce que tout le monde veut te garder, tu sais, dans le Hmm. salariat. Voilà, tu gagnes bien, tu Je es cadre. confirme. Hmm. Et c'est ça qui est compliqué, de pouvoir se couper des chaînes, on va dire, des personnes qui ne l'ont jamais fait, mais qui te disent ne le fais pas. Et, et donc, du coup, il a fallu aller au-delà de ça, et mentalement et physiquement, et surtout prouver aussi aux autres que c'était possible. Et surtout que la première entreprise que je crée, une petite entreprise que je lance, elle n'a pas fonctionné. Donc, c'était pour dire qu'il fallait être déterminé, et surtout avoir une vision claire pour la suite. Et c'est comme ça que ça s'est construit au fur et à mesure. Et pour moi, le premier tremplin, on va dire, de la micro-entreprise a été extrêmement important. Et l'accompagnement aussi de l'État, il faut le dire, m'a permis aussi de pouvoir Hmm. me lancer dans les meilleures conditions. On a la chance d'avoir ça en France. À ma connaissance, ça n'existe pas dans d'autres pays. Non, c'est vrai. Et clairement, il faut l'utiliser. Si vous êtes bon dans votre métier, vous retrouverez toujours un CDI, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, peu importe la situation économique. Il faut avoir confiance en vous, et si vous voulez vous lancer, eh ben, il faut prendre, on va dire, le taureau par les cornes, et essayer de pouvoir se lancer, et surtout essayer de réussir à le faire avec la meilleure stratégie possible, avec une bonne structure, et que ça fonctionne, on va dire, tout de suite. C'est ce que je souhaite à tout le monde, du moins. Tout à fait. Bah, je me reconnais dans ce que tu as dit, même le commencement par rapport aux proches, par rapport au succès, aux échecs. Mais finalement, même comme tu le dis, une faillite pour cette entreprise-là, c'est que ça devait se passer comme ça. Sur le moment, c'est pas du tout facile à vivre, mais techniquement, quelques années après, ça t'a ramené sur quelque chose d'autre, sur un nouveau chemin. Et avec le recul, tu te dis, bah, voilà, cet événement a fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est que ça devait se passer comme ça. Et même une mauvaise nouvelle fait que derrière, ça peut se transformer en des choses que tu n'imaginais pas, que tu ne serais pas allé, puisque ton chemin aurait été différent. Donc, il faut résoudre les problèmes. Tu dois bien être d'accord avec ça. Oui, oui, tout à fait. Mais pour moi, je n'imaginais pas du tout à cet instant-là
que j'allais créer des entreprises demain. J'avais ce premier déclic où j'ai souhaité à ce moment-là de pouvoir moi-même rentrer dans une franchise. Et ça ne s'est pas fait après pour X raisons. Mais du coup, j'ai eu ce moment déclencheur où en fait on m'a mis à la porte, entre guillemets, en me disant votre magasin fonctionne très bien, hein, on était à plus de 25% sur les objectifs fixés, donc le magasin fonctionnait très bien, mais l'entreprise était mal gérée. Donc du coup, les investissements étaient mauvais, et donc du coup, l'entreprise a dû Hmm. fermer. Et nous, il a fallu dire aux équipes, bah non, en fait, vous bossez bien, mais non, on va vous mettre dehors. Donc ça, c'était assez compliqué, on va dire humainement, vraiment. Et c'est là où il a fallu réfléchir à d'autres possibilités et de s'ouvrir un petit peu, on va dire, le mantra de base, hein, mais il est extrêmement important, c'est de se dire, voilà, arrêtez de trop réfléchir et on va dire, c'est parce que c'est l'une des plus grandes causes de malheur en fin de compte, hein. Les gens réfléchissent trop et passent pas à l'exécution, à l'action en fin de compte. Il faut toujours se dire, bah, mon objectif a toujours été d'être libre, de se dire, ouais, voilà, je veux me libérer de ces chaînes. Bah, voilà, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Et après, l'argent, c'est une conséquence, on va dire. C'est un résultat, hein. C'est pas une fin en soi. Voilà. Mais c'est Hmm, vraiment une hmm, passion hmm. qu'il faut avoir dans ses tripes, au fond de soi, et donner son maximum pour réussir. Oui, La c'est vie, ça. c'est une passion. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Et voilà. Et après, derrière, ça crée tout le reste. Mais il faut éloigner les gens qui sont, on va dire, négatifs, qui vous tirent vers le bas. Et comme on dit, hein, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Donc, il faut s'entourer de bonnes personnes. Voilà, c'est ça qui est très important. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Puis j'en ai plein d'exemples de personnes qui se sont virées et qui ont transformé ça en un projet entrepreneurial génial. Et finalement, c'est qu'une question de décision. Alors, de décision et de courage. Parce que, comme je dis souvent, parce que c'est facile à dire, dans la réalité, ça ne l'est pas. Donc, une décision peut être très, très compliquée à prendre. Donc, c'est savoir décider. Il n'y a que toi qui vas pouvoir le faire, hein. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas ta famille, c'est que toi. Et ensuite, un peu de courage. Parce qu'il faut pouvoir déjà, des fois, mettre les coronets sur la table. C'est exactement ça. Ghislain, dernière question. Et comme je sais que tu es un auditeur assidu de cette émission, tu me vois peut-être revenir, je vais te poser la fameuse question. Qu'est-ce que tu crois être vrai que tout le monde croit être faux? Alors, euh, qu'est-ce que je crois être vrai? Alors, et que tout le monde pense être faux. Tout simplement, je dirais que c'est tous les gens pensent que, que ça paraît facile. C'est-à-dire, ils se disent, bon, c'est facile, on peut se lancer. Et en fin de compte, le chemin est plus ardu qu'il n'y paraît, mais la récompense est vraiment au bout de l'aventure. Donc, il faut pouvoir prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, se donner les moyens d'y arriver. Et je pense que voilà, il faut se couper des fois de certaines mauvaises ondes et et de se donner, on va dire, les moyens. Voilà, c'est vraiment ce principe-là même. Je pense que les gens pensent que c'est très facile. Ils disent, ah bah oui, il se filme sur les réseaux sociaux, il a gagné l'argent, c'est facile, Gagner au il a rien loto. à faire, il est héritier, voilà, il a C'est gagné ça, l'argent, forcément, ouais. il a hérité. Et en fin de compte, tous ceux qui savent, qui sont passés par là, comme moi qui viens d'un milieu modeste, et ben on s'est donné les moyens d'y arriver. Et c'est la meilleure réussite pour moi. C'est vraiment le résultat du travail fourni et c'est la récompense qui va derrière. C'est même Mm, pas mm, mm. l'argent en elle-même, mais c'est plus la Non, réussite. c'est la personne que tu deviens, c'est ton développement. C'est exactement ça. Et c'est l'aventure qui est intéressante, en fait. C'est tout ce qui est autour. C'est le chemin. C'est pas le résultat. Le résultat, en fin de compte, c'est une conséquence. Et ça, il va venir. Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est l'argent vient après. Et plus tu as d'argent, et plus c'est facile d'investir. Et les Ah, effets mais de ça, levier c'est sont sûr. importants. Et c'est vrai que c'est déterminant. C'est de se dire, croyez en votre projet, croyez en vous et donnez-vous surtout les moyens. Et peu importe si on vous dit ne le faites pas, vous n'avez qu'une vie. Donc, du coup, donnez-vous Ah oui, vraiment ça, c'est certain. l'envie de vous dépasser et sortez du cadre voilà, classique qu'on peut souvent entendre par sécurité ou par, je sais pas, peut-être par peur, mais il y a beaucoup de choses qui sont à faire, à développer.
dans plein de choses. Hein. On ne va pas rentrer dans la blockchain et tout cet aspect-là que j'adore aussi, que je t'écoute avec passion à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça qui est très pertinent en tout cas et qui plaît, parce que c'est tout cette évolution et ce mécanisme que je vais aussi adapter à ma société. Hein. Voilà, parce que moi, c'est une société start-up un peu qui se développe, mais d'avoir un état réseau, d'avoir tout ce fonctionnement-là, ce changement, ça va changer beaucoup de choses. La blockchain, pour moi, va changer beaucoup de choses et je vais essayer d'adapter au maximum mon entreprise avec ça. Et c'est pour moi vraiment l'avenir. Donc après, il faut l'adapter, il faut le faire intelligemment C'est et ça. prendre son temps. Mais il ne faut pas. Voilà, tout est possible. C'est juste une question de vous. On est son propre, on va dire, ennemi le plus dur. Il faut pouvoir se convaincre. C'est ça, comme je dis, devenir ingénieur de sa propre liberté. Et comme tu C'est m'as ça. tendu la perche, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'application de la blockchain sur l'immobilier, vous avez toujours mon livre qui est offert. Donc, vous avez tout ce qu'il faut dans la description avec d'autres ressources. Donc, ça s'appelle Immo Bitcoin pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. C'est une excellente transition. Merci infiniment, Ghislain. Est-ce que tu veux faire un appel à l'action? Je te laisse faire. Peut-être tu cherches des nouveaux collaborateurs. Où on peut te retrouver? Je te laisse faire les appels à l'action que tu souhaites. Eh ben, effectivement, on cherche toujours de nouveaux franchisés sur toute la France dans un premier temps. Donc, on a déjà des villes qui ont été développées. On peut me retrouver sur notre site internet bnbconciergerie.fr et on peut nous retrouver également sur les réseaux sociaux avec BNB Conciergerie. Et donc, du coup, bah, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande pour devenir franchisé et changer de vie. Hein. Vous êtes peut-être au chômage, vous êtes peut-être en train de vous poser des questions, de se dire est-ce que mon boulot, c'est vraiment ce que je vais faire toute ma vie. Et si jamais vous souhaitez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir de nous envoyer vos motivations. Moi, je ne vous recrute pas par votre CV, je vous recrute par votre motivation, votre détermination. Voilà, je veux des guerriers avec moi, des guerrières. Et aujourd'hui, j'ai de nombreuses femmes qui nous ont rejoints aussi. Donc, dans notre conciergerie, on a quasiment 80% de femmes qui travaillent chez nous. Donc, c'est aussi quelque chose d'important de pouvoir donner les clés à ceux qui veulent vraiment, on va dire, relever ce défi. Et c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin, on va dire, d'avoir un prêt à la banque ou pour se lancer. On est là pour vous accompagner, pour vous guider dans la formation. Voilà, vous allez être indépendant, mais pas seul. Voilà, on est là, on vous tient la main, on vous forme, on vous suit. Et c'est ça un concept qui a déjà fait ses preuves. C'est une marque aussi forte du secteur de la conciergerie. C'est pour ça qu'on l'a franchisé. Et voilà, et puis après, notre objectif, ça va être de pouvoir se servir de ce réseau en interne et de s'entraider et de pouvoir se développer. Et comme je le disais, c'est un métier qui est très complet. On fait de la gestion, de l'organisation, du recrutement, du management, C'est de la ça. facturation. Voilà, il n'y a pas de routine. Donc, du coup, on ne s'ennuie pas chez nous. Eh bien, merci beaucoup. Peut-être que tu as créé des nouvelles vocations, Ghislain. Vous pouvez y aller. Je crois que tu as donné envie. Tu as transmis ta passion, je pense. J'espère que le message est passé. Merci en tout cas à toi de m'avoir reçu sur ton podcast. Et c'était un honneur en tout cas. J'adore ce que tu fais. Et Ben, donc, du coup, merci. c'était vraiment un privilège pour moi en tout cas de pouvoir intervenir aujourd'hui. Ben, merci encore à toi. Et pour ceux qui veulent, j'y pense là, pour se faire accompagner en immobilier aussi d'une façon plus personnalisé. J'ai toujours quelques petites demandes. J'ai des spots qui se libèrent de temps en temps. Donc, c'est plutôt par rapport à ma propre façon de faire. Il n'y a pas de courte durée. Mais sur du haut rendement, plus sur de l'immeuble, sur des projets de division et ainsi de suite. Donc, voilà, je tends la perche. J'en parle très, très, très peu souvent parce que ce n'est pas ce que je mets en avant systématiquement, mais j'ai toujours des demandes. Donc, merci à vous. À très vite pour une prochaine émission et on se dit à bientôt.